qu'il a entendu, Leonardo, c'est vous n'allez pas donner un cours à Peggy Sastre, vous savez qui c'est, elle défend le viol. Elle défend le viol. Elle défend le viol, voilà. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Contrepoint, le journal libéral de référence en France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Peggy Sastre. Peggy Sastre, bonjour. Bonjour. Pour parler de son dernier ouvrage, Sexe, science et censure, coécrit avec Leonardo Orlando. Vous êtes docteur en philosophie des sciences, journaliste au Point, traductrice et auteur de plusieurs essais dont La domination masculine n'existe pas et Ce que je veux sauver. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir rapidement à l'origine de ce livre ? Si je ne me trompe pas, il y avait une conférence que vous deviez donner à Sciences Po qui a été annulée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé ? En fait, c'est un cours qui devait être donné à Sciences Po et qui a été annulé. Mais c'est marrant parce que tout part d'une conférence, en fait. Tout part d'une conférence que j'avais donnée à Sciences Po en 2018, un truc dans le genre. Et juste après, je reçois un mail de Leonardo Orlando. C'était « Cher docteur Sastre ». Cher docteur Sastre, un truc hyper élogieux, genre vraiment, je serais excessivement honorée si on faisait un cours ensemble. Donc là, je lui dis, bon, déjà, tu vas te calmer avec docteur Sastre. Et non, je ne ferai pas de cours parce que j'ai quitté le monde académique pour de très bonnes raisons et c'est totalement assumé et je compte pas y revenir et surtout pas à Sciences Po. Et donc il insiste. J'accepte qu'on le fasse à deux, le cours. On le propose une première fois à Sciences Po Paris et là c'est tout de suite refusé. La justification qu'il donne, c'est des trucs, des questions d'effectifs, tout en nous disant très gentiment, mais reproposez-le l'année prochaine, peut-être sur le campus de Reims qui est attaché à Sciences Po Paris, mais qui est à Reims. Là, avec la pandémie, c'est difficile, blablabla, donc ça doit être 2019-2020. Donc on le repropose effectivement à ce fameux campus de Reims. Tout se passe bien, j'avais reçu comment dire, l'ouverture de mon compte mail Sciences Po machin, donc je pouvais me la raconter j'ai pu me la raconter avec un compte Google chercheur indépendant et tout, bref, parce que c'est des private jokes avec d'autres personnes, bref. Et donc le cours devait avoir lieu fin janvier 2022, je crois. Et le 1er janvier, ou pas très loin, peut-être juste après le Nouvel An, un mail très laconique qui nous dit, je ne me rappelle plus les termes, mais c'était un truc bureaucratique complètement abscon, du genre ouais, désolé, on ne peut pas. Et là, en fait, la blague, c'est que quelques semaines avant, Leonardo faisait un remplacement, il dira mieux les termes que moi, mais un truc genre la direction pédagogique du campus de Reims et tout. Et en fait, il avait eu tout le déroulé du truc. Donc c'était vraiment une censure idéologique de la part d'un espèce de politburo local de Sciences Po qui s'appelle Présage. Donc je me rappelle plus la signification des acronymes. Mais il y a genre dedans et en gros c'est le truc qui chapeaute tous les cours qui ont plus ou moins lien avec le genre à Sciences Po et donc on n'était pas à rame. Et ce qu'il a entendu, Leonardo, c'est vous n'allez pas donner un cours à Peggy Sastre, vous savez qui c'est, elle défend le viol. Elle défend le viol. Elle défend le viol, voilà. Et donc voilà, donc le cours n'a pas eu lieu. Moi, la blague, j'ai toujours pris ça avec beaucoup de blasitude parce que de toute façon, j'étais persuadée que ce cours n'allait pas avoir lieu. Et ah oui, vous le saviez d'avance. C'est pas que je le savais, c'est que j'étais là genre mais c'est pas possible, c'est absurde. Enfin déjà c'est absurde que je donne un cours.
encore plus absurde à Sciences Po. Et sur ces sujets-là, j'étais là, genre, mais c'est... Il y avait un truc qui clochait. Voilà, il y a un moment, ils vont se réveiller, ça va, et ça n'a pas loupé. Et en plus, pour la blague, moi, ça m'a arrangé parce que je n'avais pas du tout commencé à travailler. Donc, voilà. En fait, quand ça a été annulé, je commençais à flipper, du genre, bon, bah, je vais peut-être commencer à m'y mettre. Parce que au niveau boulot, on avait juste fait la plaquette, la bibliographie, tout. On n'avait pas du tout fait le déroulé précis du cours, etc., quoi. Alors, vous vous intéressez aux différences observées entre les sexes, principalement à la lumière de la psychologie évolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment vous vous êtes intéressé à cette sous-discipline de la psychologie, on peut dire ? Non, enfin, je vais commencer par le début de la question. Qu'est-ce que c'est que la psychologie évolutionnaire? En fait, il ne faut pas voir ça comme une discipline, c'est plus un paradigme de recherche qui part du principe assez parcimonieux, assez simple, que notre esprit a évolué de la même manière que nos corps. Donc nos comportements, nos psychologies, nos goûts, nos dégoûts, etc., enfin, tout ce qui fait très généralement la psychologie, a aussi été soumis à des pressions de sélection, et notamment sexuelles, parce que c'est comme ça que l'évolution fonctionne. Comment dire, l'idée générale qu'on peut avoir, c'est comment dire, la survie, la lutte pour l'existence, etc. Mais pour que des traits, par définition, deviennent plus ou moins courants dans une population, il faut qu'il y ait une reproduction différentielle, c'est-à-dire que des individus se reproduisent davantage que d'autres, et au fond du fond, il faut que des gènes se reproduisent davantage, enfin perdurent plus ou moins que d'autres, et c'est ça qui fait la différenciation, des espèces, des individus au sein des espèces, des groupes, etc. Et ensuite, la question était comment je me suis intéressée. C'est marrant parce que j'ai répondu pas plus tard que hier à une grande interview là-dessus, donc c'est encore frais dans ma mémoire, où je me suis rappelé tous mes traumatismes qui m'ont mené à ça. En fait, c'était au tout début de mes études, donc j'ai fait 3 ans de prépa littéraire. J'étais très littéraire à l'époque, je voulais être poète, je voulais écrire et tout, et je me suis rendu compte que les études de lettres, c'était pas du tout le genre de choses que je voulais. En fait, j'arrive à la fac, donc j'ai pas normal. J'arrive à la fac avec le jeu des équivalences en philosophie. Et aussi, c'était pas non plus un choix positif, c'était plus par défaut, c'était là où j'étais la moins mauvaise des différentes disciplines de la prépa. Et là, en fait, je ressens vraiment un profond ennui, enfin vraiment pour dire les choses vraiment très précisément, je m'emmerdais à mort, comme un rat crevé. Et le problème que j'avais dans mes cours, c'était que je considérais que, pour moi, c'était pré-scientifique, c'était archaïque, c'était même pas des savoirs, c'était quelque chose de complètement périmé. J'ai eu une espèce d'épiphanie dans un cours, un TD où on devait commenter, je ne sais plus quelle correspondance entre 2 philosophes classiques qui parlaient de l'existence des spectres. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et un concours de circonstances a fait que voilà, j'ai toujours été très curieuse à lire plein de trucs qui n'étaient pas au programme, etc. Et j'ai découvert Darwin, et quasiment concomitamment, j'ai découvert la sociobiologie, la psychologie évolutionnaire, notamment via un anthropologue qui s'appelait, parce qu'il est mort, Napoléon Chagnon, qui a étudié une tribu, les Yanomamo, en Amazonie, et qui a été le premier à démontrer, et en particulier avec des études génétiques, qu'il y a une biologie de la violence. En fait, que la violence a une part génétique, et que la violence passe par les femmes, dans le sens où les guerriers les plus violents dans cette tribu-là sont rétribués en ayant plus d'enfants. Donc soit on considère qu'ils violent toutes les femmes avec qui ils ont des enfants, ou on peut aussi considérer de manière un peu plus réaliste qu'il y a quand même un choix féminin là-dedans, et qui fait que les femmes, en tout cas dans cette tribu-là, choisissent davantage les hommes les plus violents. Et voilà, et
Et ça a été une autre épiphanie, c'était voilà ce que je veux faire. Pour moi, c'était vraiment une super... Comment dire? En fait, j'avais trouvé tout ce qui me manquait dans la philosophie. Du concret et surtout de l'empirique et des choses scientifiques et mesurables, falsifiables, etc. Et en fait... Donc je contacte ce chercheur, cet anthropologue, Napoléon Chagnon, parce qu'à l'époque j'avais aussi commencé ma carrière de journaliste scientifique. Et j'avais appris en fait sur le tard comment dire, j'avais appris en fait que le premier truc à faire, c'est il faut aller directement aux sources, contacter les chercheurs, machin. Donc je l'avais contacté. Je lui avais demandé une bibliographie et j'avais fait mon cher docteur Sastre, sauf que c'était cher docteur Chagnon, en lui disant que je l'admirais, que je voulais être comme lui, etc. Et tout en me donnant très gentiment et de manière très généreuse la bibliographie que je lui demandais, il m'a écrit un truc assez cryptique à l'époque, qui était en gros oui, toi tu veux faire de la biologie comportementale en France. T'es morte. Non, regarde ce qu'ils m'ont fait à moi alors que je suis une sommité. Toi, en France, tu veux faire de la biologie comportementale. T'es morte avant d'être née. Quitte le monde académique le plus vite possible. Morte avant d'être née. Je suis morte avant d'être née. Ça, je m'en rappelle très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh ben, c'est une science ONI? Oui, c'est ça, que c'était comment dire, dans le système académique français qui a cette plus que de la méfiance, c'est une sorte de haine pour tout ce qui dit et montre que nous ne sommes pas que des purs esprits. Voilà, pour lui, c'était impossible que je puisse réussir. Ce qui ensuite m'a été confirmé par les rares chercheurs qui, en France, travaillent sur ces sujets. Bref, et donc, juste pour finir l'histoire sur Chagnon, en fait, la blague, c'est que j'ai compris près de 15 ans plus tard ce qui lui était arrivé. Donc il a subi une chasse aux sorcières académique, on a menti sur lui, on a dit qu'il avait fait des recherches eugéniques, qu'il avait expérimenté un vaccin frelaté sur les Indiens d'Amazonie, qui étaient comme sa famille, quoi, et voilà, qu'il avait fait des choses nocives. Et tout ça pour dire que je pense que, en fait, j'ai une double... Mon intérêt est double. C'est à la fois, je m'intéresse à la biologie comportementale et plus précisément aux différences sexuelles. Mais le deuxième pendant de ma grosse passion intellectuelle, c'est les chasses aux sorcières académiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être comment alors, pardon, ce n'est pas une branche de la psychologie, c'est pas une discipline, c'est pas une sous-discipline, c'est un prisme de la psychologie, c'est ça? Oui, voilà, c'est un paradigme de recherche. Alors, comment ce paradigme de recherche explique les différences observées entre les sexes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? La plus grosse, comment dire, le nœud conceptuel, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est très précis, mais c'est la différence d'investissement parental minimal entre hommes et femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour une femme pour réussir à reproduire, faire persévérer ses gènes. Donc, c'est minimum une grossesse, 9 mois. Et ça, c'est le strict minimum, parce qu'ensuite, il y a l'allaitement, qui en général dure un an et demi. L'allaitement a un gros effet contraceptif. Donc on ne peut pas avoir en général... même si le truc drôle, c'est que les humains sont l'espèce de primate chez qui les grossesses successives sont les plus rapprochées. En général, les chimpanzés, c'est 3 ans, alors que chez les femmes, ça peut arriver au bout de 10 mois, un an et demi après le premier accouchement. Bref, tout ça pour dire que les femmes ont une demande énorme pour se reproduire, et même au niveau gamétique, en fait, au niveau des cellules sexuelles, c'est un ovule chaque mois sur une période fertile relativement réduite.
Parce que les femmes très jeunes sont pas très bien fertiles et les femmes à partir de 35 ans pour les plus chanceuses, ça devient sont périmées. Alors que les hommes sont beaucoup plus, justement l'investissement parental minimal est beaucoup plus faible. En gros, au minimum du minimum, un homme peut mourir après avoir éjaculé dans un vagin où au bout il aura trouvé un ovule fertile. Et c'est pas impossible qu'il puisse devenir père post-mortem. Alors que ça c'est pas du tout possible pour une femme et pour une mammifère en général. Et là-dessus, là c'est le gros truc, c'est le gros nœud conceptuel de la différence comportementale entre hommes et femmes, qui fait que les femmes ont tendance, et ça aussi il faut souvent le répéter, parce que je comprends très bien que ça puisse interpeller, choquer, perturber, et je le comprends d'autant mieux parce que personnellement, sur plein d'aspects, je ne suis pas du tout une femme typique. C'est-à-dire ? Typiquement, j'ai pas du tout cette propension à à la conservation, à la non prise de risque, à investir davantage les sentiments que la sexualité, ce genre de choses. Bref, pour essayer de pas trop diverger, c'est difficile chez moi. Les hommes, avec cet investissement parental minimal qui est très faible, en fait, sont beaucoup plus incités justement à la prise de risque, au gâchis, etc. Et aussi à la compétition entre individus. Et c'est là-dessus que beaucoup de traits, de comportements, etc. peuvent s'expliquer. Donc en gros, c'est le niveau d'investissement parental qui influe sur les stratégies de reproduction des hommes et des femmes en moyenne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais le truc marrant et qui est en fait passionnant dans la psychologie évolutionnaire, la biologie comportementale, n'importe comment on veut l'appeler, c'est que ça, et c'est aussi là-dessus dans le livre qu'on développe tout ça, ça déborde énormément des seules questions sexualo-reproductives. Mm-hmm. Alors, parlons des critiques, parce que ça devrait intéresser nos auditeurs et vous nous direz ce que vous répondrez à ça. Mais pour le psychologue Michel Hutto, par exemple, la psychologie évolutionnaire est une, je cite, science sexiste, véhiculant une idéologie conservatrice, contribuant indirectement à justifier la domination masculine et les discriminations dont les femmes sont l'objet. Je cite également l'anthropologue Susan McKinnon, qui considère que la psychologie évolutionniste souffre d'ethnocentrisme et véhicule des normes morales néolibérales. Que répondrez-vous à cela ? Alors, premièrement, sur le sexisme, le truc drôle, c'est que c'est des chercheurs évolutionnaires, et ça, je tiens beaucoup à dire évolutionnaire et pas évolutionniste, parce qu'évolutionniste, c'est vraiment une erreur de traduction et qui montre comment les gens qui parlent de psychologie évolutionniste ne comprennent pas le truc, parce que le suffixe niste en général, enfin le suffixe iste en général est accolé à des concepts, enfin à des choses idéologiques. Voilà, on dit communiste, christianiste, on dit pas la physique quantiste. D'accord. On dit darwinien, on dit et voilà, et moi, je monte souvent sur mes grands chevaux, sur mes ergots, je ne sais pas sur quoi, je monte... Vous montez sur vos grands chevaux, oui. Quand j'entends évolutionniste, parce que tout de suite, je me dis, on ne va pas s'entendre. Bref, donc le premier truc sur le sexisme, c'est très drôle parce que c'est dans le champ de recherche des biologies évolutives, comportementales, de la psychologie évolutionnaire, de la sociobiologie avant, que des chercheurs, et notamment des chercheuses,
ont complètement revu, donc à la lumière d'observations, de terrain, etc., que les femmes, en particulier et les femelles en général, étaient beaucoup moins passives, dominées, tout ce qu'on veut, qu'on le pensait, et notamment au début avec Darwin et ses premiers successeurs. Moins dominé qu'on le pensait, alors c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Je donne un exemple sur ce qu'on appelle le choix, le choix cryptique femelle et un truc très drôle qui s'appelle l'effet Bruce. L'effet Bruce, donc là, j'ai pas révisé avant de venir, je crois que c'est une Madame Bruce qui l'a constaté, c'est qu'en fait, quand une femelle est au début de sa grossesse, et qu'elle croise un mâle qui est plus dominant, qui est plus élevé dans la hiérarchie que celui avec lequel par lequel elle a été fécondée, ben c'est très courant, c'est très fréquent qu'elle fasse un avortement spontané pour permettre au mâle le plus dominant de passer après et de la féconder. Donc effectivement, c'est inconscient. Etc. Mais ça montre bien qu'au niveau biologique, cellulaire, physiologique, il y a dans le conflit sexuel entre mâles et femelles, les femelles ont des armes, des outils pour adapter le conflit à leur profit. Et ça, c'est par exemple tous les travaux sur l'infanticide de Sarah Blaffer-Hardy, là, qui vient de sortir en français un livre sur la paternité super intéressant. Avant, elle avait fait un truc sur la maternité. D'ailleurs, ça aussi, c'est rigolo au niveau de l'histoire des idées. Son premier livre, enfin l'un de ses premiers livres sur la maternité a été... Il y a un bout qui a été caviardé en français. Parce que j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, mais moi je suis persuadée que c'est parce que c'était pas du tout politiquement correct. Et alors qu'aujourd'hui, comme elle parle des pères et qu'elle a un discours, après c'est pas un discours, c'est de la science, c'est des faits, c'est objectif, où elle montre que justement les pères dans le règne animal il y a une flexibilité comportementale beaucoup plus forte qu'on a tendance à le croire. Aujourd'hui, son bouquin a été traduit à La Découverte, une maison relativement plutôt de gauche. Elle est accueillie avec tous les honneurs au Collège de France. C'est super, mais pourquoi ça n'a pas été le cas il y a 30 ans ? Quand son bouquin sur la maternité, voilà, il y avait tout plein de passages sur l'infanticide, justement sur le fait que les mères ont tendance justement à, quand il y a une hiérarchie qui leur est pas favorable, enfin bref, ce que je viens de dire. Bref, tout ça pour dire quoi, je ne sais pas. C'est un peu un mythe de dire que les femmes subissent d'un point de vue stratégie reproductive. Oui, et ça, c'est ce que j'ai voulu exposer dans mon livre « La domination masculine n'existe pas », qui est l'une des dernières fois où je me suis dit que ce titre, évidemment... c'est la domination masculine n'existe pas comme on pense qu'elle existe. C'est pas un patriarcat conscient, une espèce de théorie du complot. C'est beaucoup plus complexe. Il y a une co-construction entre mâles et femelles et entre hommes et femmes. Bref, c'est pour dire que c'est l'une des dernières fois où j'ai fait un titre qui demande d'avoir lu le livre pour comprendre l'astuce. Donc maintenant je fais des titres beaucoup plus premier degré. Après ça peut donner envie d'acheter, justement, c'est le but. Il y a quand même c'est ce que on va vous faire des procès d'intention. Oui, c'est ce que je m'étais. C'est pas non plus comme si le marketing avait un quelconque intérêt. J'avais un cerveau fait pour ça, mais c'est aussi ce que je m'étais dit, c'est le truc, oui, ça va intéresser les gens, ils vont être contents de revoir leurs a priori, etc. Mais en fait, non, moi j'ai relativement plein de gens qui l'ont lu, effectivement, et qui sont ensuite venus me voir, d'ailleurs souvent des femmes, et qui étaient, mais je suis rentrée dans ce bouquin, j'avais envie de te tuer, quoi. Et ensuite, j'ai compris, et c'est bien. Et d'ailleurs,
c'est là où la relation et l'échange et même des fois l'amitié est la plus forte, parce que c'est hyper intéressant justement de commencer un lien sur un malentendu qui est ensuite corrigé, je sais pas comment dire. Oui. Bref, oui, donc ça veut pas dire que c'est ça aussi que j'ai voulu exposer dans la domination masculine n'existe pas, qui est que cette idée de domination, d'oppression, de verticalité pas universelle, mais j'arrive pas à trouver le mot, enfin, toujours dans le même sens et avec les mêmes effets, etc. C'est La soi-disant oppression systémique voilà, c'est ça. exercée par Voilà. les hommes. C'est simpliste, enfin, c'est très simpliste et pour le coup c'est anti-scientifique, enfin je sais pas si c'est anti c'est le bon terme, mais voilà, ça ne correspond pas à ce qui est à l'état des connaissances voilà, tel qu'on l'a actuellement. Et alors peut-être un autre reproche sur la psychologie évolutionnaire, ce serait son manque de scientificité, alors au prétexte qu'elle ne respecterait pas en gros les critères popperiens classiques, donc la réfutabilité. Qu'est-ce que vous répondrez à ça? Ça aussi c'est faux, il y a plein de trucs, comment dire, l'une de... une idée qui était assez courante au début, au niveau des premières études, donc dans les années 60-70, plutôt 70-80, qui était que les femmes ont une stratégie reproductive duale, qui est qu'elles... selon qu'elles veulent un bon géniteur ou un bon père, c'est pas les mêmes hommes ou mâles qu'elles ciblent. Et en fait, ça, depuis quelques années, c'est en train de... Parce que justement, les études sont mieux faites, sont avec des meilleurs échantillons, avec des meilleures méthodes. On est en train justement de falsifier, comment dire, de réfuter, de réfuter cela. Et ça me fait penser voilà, à la critique de McKinnon qui est que c'est trop ethnocentré, etc. Mm-hmm. Ça aussi, ce sont des chercheurs évolutionnaires qui ont les premiers critiqué et dénoncé le fait que en psychologie comportementale, c'était trop des échantillons d'étudiants de premier cycle sur les campus américains et qu'il fallait beaucoup plus faire étendre ça. Donc c'est ça que, souvent ce qui me fait marrer dans les critiques autour de la psychologie évolutionnaire et puis généralement de la biologie comportementale, parce que ça aussi on entend ça sur la génétique comportementale, etc. C'est que les chercheurs qui sont impliqués dans ce domaine-là sont les premiers à avoir vu ces problèmes, ces lacunes, et à chercher à les corriger. C'est comme il y a quelques mois, années, il y a un type, Daniel Milo, je crois, qui a écrit un bouquin qui est sorti en français chez Gallimard, qui est que oui, le darwinisme, c'est n'importe quoi, parce que ça apprend pas, comment dire, ça fait croire que c'est toujours les plus forts qui s'en sortent, etc. Alors que je crois que ça s'appelait la survie en français, c'est la survie des plus faibles. Et en fait, toutes les critiques qui croient faire, et là, c'était clairement, comment dire, c'était très précisément sur Darwin. Darwin a été le premier à les faire. Et le truc, ce qu'il faut savoir avec Darwin, c'est que oui, il y a ces grandes œuvres, mais là où on le voit le plus à l'œuvre et justement répondre aux critiques et comment dire, et vraiment la science en train de se faire, c'est dans sa correspondance. Et Daniel Milo, malheureusement, comment dire, ces critiques prouvent qu'il n'a pas mis les doigts et les yeux dans la correspondance, parce que voilà, Darwin était le premier à faire ce genre à voir lui-même les limites de sa recherche. Bref, c'est pour dire quoi? Oui, c'est ça, que pour essayer d'être assez synthétique, les critiques qui sont faites à la psychologie évolutionnaire, dans la majorité des cas,
c'est les premiers concernés qui les font, quoi. Alors, vous écrivez que les progrès en neuroimagerie, en génétique, en endocrinologie, permettent de cartographier les grandes étapes de différenciation sexuelle du cerveau, y compris au stade prénatal. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un cerveau féminin et un cerveau masculin ? Bah oui, parce que, et ça encore, c'est des grandes tendances, c'est sur les groupes, etc. C'est assez. Je ne vais pas dire ça parce que je crois que je vais dire n'importe quoi. Mais par exemple, depuis quelques années, grâce à l'intelligence artificielle, on peut analyser de grandes masses de données, et notamment des masses de données d'imagerie. Et les algorithmes peuvent détecter un cerveau d'homme ou un cerveau de femme avec un taux de réussite qui montre que, qu'il y a vraiment une base matérielle qui fait que c'est détectable, quoi. Et alors, il n'y a pas que ça. J'ai vu aussi en me renseignant qu'il y avait des études qui montraient, mais ça je l'avais vu déjà avant de lire votre livre, qui montrent des connexions cérébrales différentes entre un bébé de sexe masculin et un bébé de sexe féminin au stade prénatal, j'entends. Donc ça exclut un peu l'argument de l'influence de l'environnement social, en quelque sorte, même si on peut toujours faire des contorsions intellectuelles. Et il n'y a pas que ça. J'avais vu aussi, alors ça c'est dans votre livre, un nourrisson à 1 ou 2 jours d'existence préfère regarder un visage humain lorsque c'est une petite fille, ou un objet mécanique en mouvement en général quand c'est un petit garçon. Même chose durant l'enfance, très tôt durant l'enfance, je précise. Les petites filles vont préférer les jeux qui reproduisent spontanément l'instinct maternel. Et ça, c'est une observation, vous dites, qui dépasse les cultures et qu'on a aussi constaté chez les jeunes femelles primates. Donc ça va plutôt dans le sens de ce que vous dites, si c'est effectivement des études fiables et qui ont été réalisées. Oui, et ça aussi, ce qui est assez drôle dans une critique qui est souvent faite à cet ensemble de disciplines, qui est c'est tout génétique, c'est tout biologique, ça donne zéro place à la culture. Alors qu'en fait, pareil, c'est pas du tout ça, et c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai voulu poser dans l'annexe. En fait, la psychologie évolutionnaire, la biologie comportementale montre qu'il y a un terreau biologique, il y a un terreau physiologique, il y a des prédispositions, etc. Mais qu'ensuite, l'environnement, la culture, le social, tout ce qu'on veut, va se greffer dessus pour accentuer, modérer, etc. Et même la culture, comment dire. Rien que la civilisation, rien que quelque chose comme l'institution du mariage monogame est fait pour modérer la tendance naturelle qui est que dans une société, entre guillemets, si on la laisse justement à l'état de nature, c'est quelques hommes qui se partagent 80% du pool féminin, l'énorme majorité qui est laissée sans compagne, sans partenaire sexuel, etc. Et donc, la compétition entre hommes est hyper forte, y a de la violence, etc. Et c'est là, je trouve que le mariage et l'obligation à la monogamie montrent comment les sociétés humaines, de manière très empirique, instinctive, tout ce qu'on veut, parce que par définition, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de connaissances biologiques aussi avancées qu'aujourd'hui. Comment est-ce que le processus de culture a réussi à justement modérer la nature? Mais ça, c'était ma question suivante, justement. Lorsqu'on parle de différenciation entre les sexes, est-ce que ça a du sens pour vous d'opposer les facteurs biologiques et les facteurs environnementaux? Non, non, ça n'a aucun sens, parce que, comment dire... En fait, le principe général, c'est... Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est observable scientifiquement, etc. Donc l'opposition... Inversement,
les tenants du tout culturel, souvent j'ai envie de leur dire, mais sur quoi vous appuyez en fait? C'est quoi vos sources? Et c'est d'ailleurs aussi la thèse de Steven Pinker, le psychologue canadien, dans son ouvrage The Blank Slate. C'est-à-dire que l'être humain, il explique, n'est ni une page blanche, ni un pur produit de son environnement, d'un côté, mais ni un pur produit de la biologie. C'est deux facteurs qui s'auto-entretiennent en quelque sorte. Et même les animaux, non humains. Ça aussi, c'est hyper intéressant quand on commence à fouiller. Et ça aussi, ça contribue à expliquer le rejet que provoque ce genre de recherche, ce genre de discipline, ce genre de philosophie même. C'est que les humains ne sont pas si exceptionnels que ça. Il y a pas de, il y a très peu, si ce n'est pas de propre de l'homme. Et ça aussi, c'était dès Darwin son dernier ouvrage où il parle davantage de la culture, etc. Il dit qu'il y a une différence de degré et pas de nature entre les cultures humaines et les cultures animales non humaines en fait. Et tout ça pour dire quoi, je ne sais plus. L'opposition entre biologie et environnement. Oui, c'est ça. En fait, elle n'a pas de sens parce qu'elle n'existe pas. En fait, en tout cas, il n'y a aucun élément qui nous permet scientifiquement de dire qu'en fait, on est un pur produit de notre biologie ou un pur produit de notre environnement. En l'état actuel des connaissances, c'est pas factuel, quoi. Alors, venons-en à un sujet un peu plus précis. Dans votre livre, donc, vous expliquez que le rapport à la sexualité diffère en moyenne toujours entre hommes et femmes, c'est-à-dire que eux sont statistiquement plus enclins à avoir des relations éphémères. Ils ont tendance, encore une fois on parle de tendance, à concevoir la sexualité comme une fin plutôt que comme un moyen, à maximiser aussi le nombre de partenaires potentiels, etc. Comment la psychologie évolutionnaire explique ces différences fondamentales dans le rapport à la sexualité ? Ça aussi, on en revient toujours à l'investissement parental minimal, qui est que, et c'est une conséquence de l'investissement parental minimal, qui est que une femme fertile qui a 100 partenaires sexuels ne va pas faire 100 bébés. En tout cas, pendant biologiquement, un peu compliqué. En tout cas, le premier qui arrive à la féconder pendant un an et demi, 2-3 ans, elle sort de la possibilité de se reproduire. Alors qu'à l'inverse, si un homme copule avec 100 femmes fertiles, il peut potentiellement faire 100 enfants. Et avec un effort minimal. Aussi avec un effort minimal. Et ça c'est un truc très drôle. Ça aussi, je l'ai bien en tête parce que bref, sur le point, j'ai un chroniqueur, Jesse Bering, qui fait des chroniques sexo-sciences toutes les semaines. Et hier, je lui avais commandé ça. C'est ce qu'on appelle l'effet Coolidge. C'est un truc que j'adore. Donc c'est une histoire apocryphe. Donc c'est Monsieur Coolidge, qui est un président américain des années 20, qui l'aurait un jour visité un poulailler avec sa femme. Et donc le monsieur, le poulailleur, je sais pas comment on appelle ça, l'éleveur de poules, l'éleveur de poules, présente l'élevage, etc. Et la femme, donc Madame Coolidge, demande à l'éleveur: je vois que le coq copule plusieurs fois par jour. Donc l'éleveur dit oui, vous avez raison, madame. Et donc elle lui dit dites ça à Monsieur Coolidge. Et Monsieur Coolidge il dit: mais je crois pas que c'est avec la même femelle. Il dit: effectivement, c'est une nouvelle femelle à chaque fois. Et donc Monsieur Coolidge aurait dit: dites ça à Madame Coolidge. C'est bien le propos. Alors, je vais encore aller sur un sujet, mais ça se rapproche. Quand on s'intéresse aux conséquences de la révolution sexuelle des années 60, je ne sais pas si vous connaissez Louise Perry, je suis sûre que oui. Oui, si, oui. La journaliste britannique qui a écrit The Case Against the Sexual Revolution. Ouais. Et donc, ce qu'elle dit en substance, c'est que, alors, bien évidemment, il y a de très bonnes choses dans la révolution sexuelle, c'est-à-dire que le fait de pouvoir contrôler sa sexualité via la contraception, etc. Mais ce qu'elle critique aussi, c'est peut-être, en tout cas ce qu'elle remet en question, c'est l'idée selon laquelle, et qui a été véhiculée par cette révolution, que les femmes pourraient embrasser, disons, une sexualité
typiquement masculines, donc en gros court-termistes, sans en subir les conséquences. Mais ça, c'est-à-dire d'un point de vue peut-être émotionnel. Or, en pratique, ce qu'elle dit, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment, parce qu'en général, quand on demande l'avis, alors là, ça a été fait sur des campus américains pour le coup, statistiquement, les femmes ont tendance à plus regretter un rapport sans lendemain que les hommes, en moyenne. Oui. Et alors, est-ce que selon vous, on peut dire que les femmes se sont faites berner par certains mythes de la révolution sexuelle, c'est-à-dire l'idée qui consiste à dire qu'il n'y a pas de différence psychologique entre les hommes et les femmes en matière de sexualité? Ah ben ça bien sûr, mais est-ce qu'elles se sont fait vraiment berner? Est-ce qu'il y a vraiment eu ce discours-là? Est-ce qu'elles l'ont pas cru d'elles-mêmes? Ça, je sais pas. Mais sur les regrets sexuels, c'est aussi très drôle de constater que quand il y a un regret sexuel, comment dire, les femmes ont des remords sexuels. En fait, elles regrettent les rapports sexuels qu'elles ont eus. Enfin, peut-être, comment dire, quand elles sont pas contentes de leur sexualité, elles regrettent d'avoir couché avec X et Y. Alors que, donc justement, c'est un remords, quelque chose qu'elles ont fait. Alors qu'à l'inverse, les hommes, quand ils sont insatisfaits de leur vie sexuelle, c'est plutôt négatif. C'est plutôt justement un regret, c'est les rapports sexuels qu'ils n'ont pas eu. De ne pas avoir fait plutôt que d'avoir fait. Et non, je suis très critique sur ce genre de... Il y a Louise Perry, il y en a une autre aussi qui a fait le féminisme contre les femmes, un truc dans le genre, qui vient de paraître en français. Je l'ai recensé dans le point. Bref, on s'en fout. Pour moi, c'est un truc d'enfant gâté, en fait, comment dire? Regardons les époques où la liberté sexuelle des femmes et en fait la contraception scientifique n'était pas possible, permise. C'était atroce. Je pense pas que quelqu'un comme même Louise Perry aimerait vivre aujourd'hui en Afghanistan, alors que c'est typique le genre de société contemporaine où tout ce qu'elle croit remettre en question n'existe pas, justement. Et c'est là-dessus où je reste profondément féministe orthodoxe, en fait. Et pour moi, il y a deux impératifs pour qu'une société soit bonne et pour qu'une vie, même individuelle, soit bonne. C'est un, tu contrôles ta fertilité, et deux, tu as une autonomie financière. Et alors, quand on parle d'infidélité, c'est un autre sujet que vous abordez dans votre livre. Les études expérimentales que vous citez à ce sujet ont montré des différences notables, là encore, entre les sexes. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas seulement intéressé aux réponses des sujets, on a aussi mesuré leur réaction corporelle en leur posant des questions bien précises. Et en gros, ce qu'il en ressort, c'est que la crainte d'une infidélité sexuelle, purement sexuelle, est typiquement masculine, et celle d'une infidélité amoureuse, donc sans rapport, donc purement sentimentale, on va dire, est typiquement féminine. Et vous dites que c'est une constance transculturelle. Alors, même question, comment la psychologie évolutionnaire l'explique, ça? Encore une fois, on en revient toujours à un investissement parental minimal, qui est pour que vos gènes perdurent ou à l'inverse ne perdurent pas, quel est le plus gros risque? Donc pour un homme, c'est d'élever, c'est-à-dire d'investir des ressources matérielles dans un enfant qui n'est pas le sien. Donc un enfant avec lequel il partage zéro gène. Donc le risque, c'est que sa compagne se soit fait féconder par un autre homme. À l'inverse, vu que nous sommes des mammifères, les femmes portent les enfants, etc., c'est toujours sûr que la mère... L'adage latin, mater semper certa est. Oui. C'est toujours sûr que la mère... L'identité de la mère est voilà. En tout cas, dans les 99,999% de périodes de l'humanité où il n'y avait pas de FIV, pas de GPA, pas de... Bref, de dons, d'ovocytes, etc. Ce que risque une femme enceinte,
ou une femme avec un enfant en bas âge, où justement c'est très demandeur, c'est physique, c'est énergivore, etc., c'est que l'homme qui lui apporte des ressources matérielles investit ses ressources dans une autre femme. Et donc oui, vous avez mentionné les études où on mesure physiologiquement donc le rythme cardiaque, la sueur, le stress, etc. Et c'est la question, comment dire, c'est la dualité de la question qui est très courante, enfin qui est très triviale, qui est quand il y a une découverte d'infidélité dans un couple, en général, l'homme va demander est-ce que tu es couché avec, et la femme va demander est-ce que tu l'aimes. C'est bien résumé. Mais alors, bon, là, c'est peut-être une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'on peut dire que ce qu'on appelle le slut-shaming s'explique aussi pour des raisons évolutionnaires, c'est-à-dire... Ça, c'est marrant parce que je voulais dire... Parce que traditionnellement, enfin, c'est une critique qui est souvent émise par les féministes, c'est de dire que ce qu'on appelle le slut-shaming, c'est un moyen pour les hommes de contrôler la sexualité des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? C'est ça qui est très drôle, parce que, oui, c'est effectivement un moyen... C'est vrai, c'est factuel. C'est effectivement un moyen de contrôler la sexualité des femmes, mais les principaux agents du slut-shaming sont d'autres femmes. Et c'est ça aussi, voilà. J'y ai pensé quand vous parliez de Louise Perry, et que sur les campus américains, les jeunes femmes qui ont une vie très volage, etc., sont mal, ont un mal-être, etc. La plupart du temps, c'est que elles sont ostracisées par leurs copines. Et ça aussi, comment on dit ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur certains aspects, je suis pas du tout une femme typique. En tout cas, quand j'étais jeune, surtout. En gros, au début de ma vingtaine, j'avais une sexualité excessivement masculine, beaucoup de consommation, pas de sentiments, etc. Et qui c'est qui m'emmerdait? C'était pas les mecs. C'était mes congénères féminines. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous... Qui c'est qui me slut-shamait? Ah oui. C'était pas... Voilà, Vous avez ressenti une plus grande pression de la part de vos... c'est pas que je l'ai ressenti, c'est que je l'ai constaté, je l'ai éprouvé, quoi. C'était une ostracisation à la fois forte et complètement assumée, qui est t'es la nympho du groupe, on veut pas de toi, quoi. Et donc l'intérêt stratégique pour vous, peut-être d'un point de vue évolutionnaire, ce serait de mettre de côté celle qui représente une menace, peut-être, ou comment vous l'expliquez? Ou c'est pas forcément la peine de partir dans des explications? Non, parce que le truc aussi qui est intéressant avec la psychologie évolutionnaire, et en tout cas avec comment dire, la logique biologique, etc., c'est qu'on voit comment plein de choses, en fait, ne sont pas des adaptations. Mais en fait, c'est très bien, et c'est juste que voilà, ça n'a pas de... Comment dire, ça perdure par des processus culturels, ou alors des trucs... Un truc qui est très marrant en biologie et en général, parce que c'est une espèce de loi universelle du cosmos, c'est la loi de moindre action. Et que souvent, des choses perdurent, non pas parce qu'elles ont une utilité, mais en fait parce que ça demanderait une dépense, notamment énergétique, trop forte par rapport à la nuisance que ça représente. C'est pour ça que, voilà, qu'il y a des maladies qui perdurent, et en fait elles ne sont pas hyper mortelles, mais ça continue, parce que c'est pas, il y a pas une sorte, comment dire, le retour d'investissement de la suppression de ces traits délétères n'est pas assez équilibré. Je dis n'importe quoi, mais... alors, vous voulez dire qu'on n'a pas vraiment... Ce serait trop coûteux de se débarrasser... C'est ça, voilà. Plutôt que juste de les garder. Voilà. Mais alors, en quoi ce serait... Alors, dans l'exemple qu'on vient de citer, en quoi ce serait coûteux de... Enfin, de quoi est-ce que vous pouvez donner un exemple? Là, précisément, non. En gros, ce que vous dites, c'est que ce qui existe, n'a pas forcément d'utilité à proprement parler. Voilà, et n'a pas d'utilité, notamment biologique et notamment adaptationniste, en fait. Comment dire, c'est pas. Ça peut être aussi un sous-produit, par exemple, les études sur le viol, ce qu'on me reproche souvent, parce que j'en ai beaucoup parlé, et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pourquoi est-ce que le viol perdure? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des violeurs, etc. En fait, il y a deux
hypothèse concurrente, mais qui n'est pas forcément conflictuelle, qui est le viol a un intérêt direct. C'est-à-dire, en gros, voilà, la satisfaction immédiate voilà, de pulsion il y sexuelle. a un intérêt direct génétique pour certains hommes à en passer comment dire, supprimer le consentement de leur partenaire, ça marche mieux. User de la violence, mais Voilà. quand vous dites intérêt, évidemment que c'est pas un jugement moral, c'est juste Oui. c'est un intérêt, enfin c'est factuel. C'est même économique, enfin, comment dire, c'est mathématique, je sais pas comment dire. Alors que, comment dire, le pendant de cette hypothèse qui est pour le coup directement adaptationniste, c'est que le viol est un sous-produit de traits comportemententaux sexuels masculins qui, eux, ont un intérêt. Par exemple, la non-discrimination. On en revient à l'effet Coolidge, le fait que la diversité sexuelle stimule davantage la libido masculine que la féminine. Et donc que si sur 100 femmes avec qui vous copulez, il y en a 3 qui ne sont pas consentantes, mais en fait c'est pas grave. Et là, c'est pas que le viol est directement adaptatif, c'est que c'est une conséquence de la non-discrimination sexuelle masculine. D'accord. Et alors, quand on parle d'une autre différence psychologique notable, vous dites que alors, les femmes sont beaucoup plus sélectives en moyenne pour choisir leur partenaire et que c'est une observation qui est exacerbée sur les applications de rencontres. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, alors quand même, hein, les applications de rencontres, ça existe depuis au moins une vingtaine d'années, donc on a accumulé suffisamment de données pour pouvoir en tirer pour avoir des faits, pour pouvoir les interpréter, pour pouvoir peut-être en tirer des lois ou des conclusions. Et en gros, ce qu'on remarque, c'est que les hommes aiment entre 60 et 70% des profils qui leur sont présentés, alors que du côté féminin, c'est moins de 20%. Bon, ça, c'est une chose. Mais ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que, alors il y a un vrai problème, ceci dit, c'est la surreprésentation de profils à tendance psychopathique, en particulier chez les hommes. Et donc, c'est la fameuse triade noire, vous dites, c'est la dark triad en anglais, il y a il y a de la recherche scientifique là-dessus. Et en gros, c'est 3 traits psychologiques, donc le narcissisme, donc le fait de faire passer son intérêt personnel avant celui des autres, le machiavélisme, donc le fait d'utiliser le langage pour manipuler, et la psychopathie, donc le fait d'être insensible aux émotions, aux conséquences de ses actes. Et donc le fait est que ces hommes-là sur les sites de rencontres sont surreprésentés, c'est encore une fois une constante statistique. Ils recherchent des relations à court terme, c'est aussi ce qui les caractérise, et le fait est que souvent ils ne sont pas lésés par le niveau de sélectivité des femmes, donc c'est des hommes qui présentent assez bien et qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Mais donc on se retrouve dans une situation où en gros l'écrasante, on va dire, une bonne partie des hommes ne trouvent pas leur compte parce que tout simplement leur profil passe pas. La quasi-totalité des femmes, elles qui sont plus sélectives, sont en compétition pour un pool beaucoup plus réduit d'hommes. Et donc ça exacerbe encore plus ce déséquilibre entre guillemets naturel entre les relations. Et donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce qu'on peut dire que dans une optique utilitariste, les applications font plus de mal que de bien aux deux sexes ? Alors, mais pas pour les mêmes raisons en fait. D'un point de vue personnel, en fait, ça me fascine. Je trouve qu'il y a vraiment un truc hyper fascinant au fait que ce qui est aujourd'hui une sorte de pinacle de la technologie humaine produise des environnements ultra darwiniens. Et voilà, c'est une sorte de paradoxe qui me fait pétiller la cervelle. Et pourquoi est-ce que y a davantage de gens, et en particulier d'hommes, ça aussi dans le livre, on explique aussi que la triade noire concerne aussi les femmes. Bref, c'est que sur une application de rencontre, vous n'avez pas tout, justement, le contexte social qui en fait contrôle les échanges sexuels et reproductifs et conjugaux dans la vraie vie. Avant les applications, les gens se rencontraient au sein de la famille élargie ou dans le travail, etc. Il y avait toujours un contrôle social qui est même rien qu'un contrôle réputationnel en fait. Rien qui fait que machin a vu que Bernard, en fait, je l'ai vu samedi soir, il avait dit qu'il était avec toi, mais en fait je l'ai vu partir avec une autre fille, etc. Et sur les applications, c'est beaucoup plus facile
voilà, de chanter tout ce qui est aussi de la pression sociale. On peut pas se cacher derrière son petit doigt dessus, mais qui a aussi une utilité pour justement relativement purger les profils problématiques et toxiques, comme on dit aujourd'hui, des échanges sexuels et conjugaux. D'où le fait que sur les applications, ce genre de profils psychopathiques sont beaucoup plus surreprésentés. Donc est-ce que vous pensez qu'à terme les gens finiront par s'en détourner peut-être ? Il me semble, ça encore une fois, c'est un exemple dans votre livre, que l'action qui regroupe les principales applications ont perdu 80% de leur valeur en l'espace de... je ne sais pas combien de temps, mais... Oui, sans doute. De toute façon, c'est des phénomènes de bulles comme il y en a dans d'autres domaines. Mais les gens s'en détournent, je pense, d'eux-mêmes au niveau du stade conjugal, enfin, comment dire, de leur histoire sexualo-sentimentale, tout ce qu'on veut. Il y a quand même une majorité de gens qui a comme envie de ne pas papillonner toute sa vie, de se mettre en couple, de faire des enfants. C'est ce que la quasi-totalité de l'humanité voilà, a toujours c'est fait ça. au passage, sinon on ne serait pas là. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est sûr que, comment dire, de manière très pragmatique, les gens finissent par s'en détourner quand ils en ont plus besoin, en fait. Enfin, et c'est sûr que ça aussi, ça explique pourquoi est-ce que les profils de la triade noire sont surreprésentés. C'est que justement, ce sont des gens qui, une fois qu'ils se sont mis en couple, etc., ne disent pas « j'éteins l'application ». Enfin, ils veulent garder toujours une option voilà, sous le coude, c'est ça qui les caractérise. Alors, dernière question, peut-être vous consacrez une annexe au faux procès de la psychologie évolutionnaire, donc en gros, le déterminisme biologique, la confusion téléologique, le sophisme naturaliste, le réductionnisme. Est-ce que vous pensez que nier l'apport de la psychologie évolutionnaire rend service aux femmes et aux hommes ? Ne pensez-vous pas qu'elle permet d'éclairer peut-être certaines différences, certains quiproquos ou incompréhensions entre les sexes ? Ah oui, pour moi ça de manière personnelle et générale, pour moi, la science en général est un réconfort, et la science des comportements en particulier. Moi, j'ai toujours, enfin, depuis que je la connais, l'un de mes slogans, c'est Marie Curie qui disait rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et pour moi, si j'avais un conseil ou un principe de développement personnel à tirer de tout ça, c'est vous serez généralement plus heureux après avoir connu qu'avant, en fait. Et après avoir connu, déjà, c'est un truc. Et après avoir compris que toutes vos peurs n'étaient pas fondées, quoi. Peggy Sest, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Vous pouvez retrouver Sexe, Science et Censure aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.